Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Objectif 2023 qui reçoit pour vous les députés nationaux. Élie de Luisa, dont le Kasaï central est l'un des membres du groupe des 13 personnalités. Il s'agit donc de Délicé Sanga Ipungu Djaka Senkapitou, à qui je dis bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Non, vous l'avez très bien dit. C'est comme ça qu'il s'est dit. Malheureusement, je suis de l'époque de Mobutu. On avait tous les noms, post-noms, ainsi de suite. Bienvenue une fois de plus. Merci. Alors, sur base de quoi le G13 se fonde pour affirmer que le pays court de risque électoral? Le risque, parce que nous y sommes en réalité depuis 2011, sauf si on fait la politique d'autruche. Joseph Kabila, élu en 2011, proclamé, n'a pas pu gouverner pendant les 5 ans de son mandat. On a eu le M23, ensuite le cycle des négociations, qui ont fini par un nouveau cycle avec les négociations de la CENCO. Et cette prolongation des 2 ans pendant la période la plus difficile, où on a vu tout le monde s'affronter dans la rue, finalement le pays était divisé et nous sommes allés aux élections de 2018. Ensuite, nous y sommes aujourd'hui. Le plus grand défi aujourd'hui est un défi sécuritaire. Le pays ne paraît pas être gouverné parce que, de manière lancinante, subsiste cette crise post-électorale. Et quand vous constatez sur toutes les élections que nous avons eues, le pays s'arrête 2 ans avant et s'arrête 2 ans après. Du coup, nos concitoyens ont le sentiment que les élections absorbent tout le temps et finalement, il n'y a personne pour pouvoir travailler pour nos concitoyens. Et c'est cette crise-là qu'il faut pouvoir résorber. Avec ceci de particulier, que le nombre de groupes armés à l'Est a été démultiplié, que la situation dans nos principales villes est devenue délétère. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours, des groupes sont entrés jusqu'à la place de la Poste à Lubumbashi, et qu'il y a quelques semaines, de manière récurrente, dans l'Ituri, on voit ce phénomène d'insécurité croître dans le nord Kivu et ainsi que dans le sud Kivu. Cette situation pourrait être accentuée par un contexte où les élections pour 2023 ne seraient pas maîtrisées. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, les élections ont lieu dans 3 ans. Il faut considérer que nous sommes en 2015 pour les élections qui ont lieu en 2018. Et donc, il faut s'y prendre à temps pour anticiper et prendre les bonnes décisions en vue de tenir effectivement un processus apaisé en 2023. Donc, cette crise paraît réelle? Elle ne paraît pas. Elle est là pour tous les responsables politiques, ceux qui s'élèvent un peu au-delà de leurs intérêts partisans et de leurs intérêts établis. Ils peuvent s'apercevoir que le pays est effectivement en crise. Le pays est divisé. S'il ne l'était pas, on n'aurait jamais vu ceux de la majorité quitter les bureaux où ils sont censés régler les problèmes et aller dans la rue pour revendiquer. Et on a vu au cours de ces manifestations, y compris avec nos amis du FCC, que ceux qui manifestaient ce jour-là et qui étaient dans la rue exigeaient des réformes électorales pour un processus apaisé en 2023. La société civile, n'en parlons pas. L'opposition, n'en parlons pas. Dans cet état de division et de blocage d'une coalition en réalité qui ne fonctionne pas et qui ne s'est pas délivrée du contexte électoral de 2018 et qui se projette déjà dans celui de 2023, oubliant de gérer les problèmes du pays, nous ne pouvons que tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il faut effectivement que les élections de 2023 puissent avoir lieu, qu'elles aient lieu dans le temps, mais qu'elles aient lieu de manière beaucoup plus efficace et performante par rapport à ce que nous avons constaté en 2018 ou en 2011. Il faut une amélioration. Alors, fini les consultations sur les réformes électorales, quel bilan dressez-vous de vos travaux qui ont duré près d'un mois? D'abord, nous avons validé 2 choses. La première, c'est de voir qu'en réalité, les Congolais sont capables de transcender leur clivage politique pour voir des questions d'intérêt général. Ça, c'est un premier constat. Dans ce groupe que l'on appelle désormais groupe de G13, que nous n'avons jamais nommé comme tel, et il y avait des acteurs issus de rang de la majorité, Patrick Mouyaya, il y avait Henri Thomas Lokondo,
Il y avait des acteurs issus de l'opposition, l'honorable Loubaya, il y avait des acteurs issus de la société civile, Madame Mania, ainsi de suite. Et donc on a vu ces acteurs se rassembler pour pouvoir parler d'une seule voix sur des questions qui sont liées à l'intérêt général. Ça, c'est une première victoire. Donc nous sommes capables de transcendance. La deuxième victoire de ce processus, c'est que ceci a été engagé sans que nous ayons été poussés par des acteurs extérieurs ou d'autres que les Congolais eux-mêmes prenant conscience de la situation de leur propre pays. Vous savez, du point de vue de l'action, la première étape, c'est la prise de conscience d'une situation et des acteurs qui prennent conscience qu'ils peuvent agir. Et ça, c'est la deuxième victoire. Le troisième élément qui me paraît très important dans ceci, c'est que ces consultations ont permis de voir qu'il est possible de réunir un consensus sur une question aussi clivante que celle des élections, que les gens sont capables de dépassement et d'avoir un dialogue, d'avoir des discussions, d'échanger sur des points de vue qui peuvent être divergents, et les divergences peuvent subsister sur les nuances de ceci ou cela, mais que sur l'essentiel, on pouvait se mettre d'accord. Et ça, c'est un élément très important. Maintenant, je ne vous dis pas que nous avons atteint l'objectif. Je vous dis tout simplement que nous avons constaté que la construction du consensus est possible. Il faut continuer à parler, y compris avec ceux qui ont douté de notre bonne foi ou qui n'avaient pas de lecture exacte de notre démarche. Aujourd'hui, il est clair, tout le monde sait que cette démarche ne visait pas à instaurer un dialogue en marge des institutions. Tout le monde sait que cette démarche n'était pas pilotée par d'autres acteurs en dehors de ce que vous avez vu. Donc le G13, c'est une initiative proprement congolaise, elle n'est pas téléguidée, c'est ça? Elle n'est pas téléguidée, elle n'a pas à être téléguidée. Vous avez des personnalités politiques qui sont responsables, reconnues pour leur indépendance d'esprit sur des questions qui touchent à la vie de la nation et qui ont pris conscience qu'il fallait engager le pays dans cette voie. Et je crois, ce n'est pas aujourd'hui, c'est peut-être demain qu'on verra l'importance de ce type d'initiatives et qui peuvent être prises. J'ai vu d'ailleurs que la plupart de nos compatriotes qui nous interpellent nous disent pourquoi pas un G13 sur des questions économiques, sur des questions sécuritaires, ainsi de suite. Ça veut dire que dans le subconscient congolais, dans la conscience congolaise aujourd'hui, les gens comprennent qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les gens doivent se dépasser pour voir l'intérêt général et refaire l'unité et la force de ce pays. C'est très important et l'avenir nous en dira. Mais vous n'avez pas rencontré le FCC qui est pratiquement majoritaire dans toutes les institutions du pays? Écoutez, ce que j'ai compris, on n'a pas rencontré le FCC, nous avons exprimé la volonté de rencontrer toutes les composantes, y compris le FCC, le chef de cette famille politique, Joseph Kabila, l'ancien président de la République, son coordonnateur à la personne de Néhémie Moulania, qui est un collègue député. Bon, dans le cadre de l'autonomie de décision de chaque organisation politique, ils ont estimé qu'il n'était pas nécessaire de pouvoir nous rencontrer. Nous leur avons néanmoins tenu informés de ce que nous entreprenions comme initiative. Ils nous ont donné leur position par rapport à cette initiative dans laquelle ils n'ont pas voulu s'inscrire. Et ils se sont réservés pour un débat, il me semble-t-il, au sein des institutions. Donc à cette étape, puisque tout le monde, tous les autres, sont plus ou moins d'accord à quelques nuances près, il me semble que ce débat avec le FCC aura lieu. Donc moi je suis optimiste, je ne pense pas qu'on soit en dehors de nos clous. Donc la démarche continue. Mais le FCC ne vous a pas reçu en dehors du cadre institutionnel, vous l'avez dit. Maintenant ce n'est pas un problème. Que la session de septembre tant attendue est ouverte, vous avez même d'ailleurs déposé votre proposition de loi à la suite de vos consultations. Comment entrevoyez-vous la suite sachant qu'il est question sur les réformes électorales divisent la classe politique congolaise? Comme beaucoup de questions nous divisent, mais nous parvenons toujours à trouver ici, une solution. Puisqu'on parle des questions sur les réformes électorales, il ne faut pas les stigmatiser outre mesure. Quel est le message que nous lançons au peuple congolais? C'est que vous voulez des élections en 2023. Vous ne voulez pas de glissement. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Ils veulent des élections qui soient meilleures que celles que nous avons eues en 2011 ou en 2018. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y parvenir? Malheureusement,
ce qu'il faut faire, il faut l'entreprendre dès aujourd'hui. Nous avons 3 séries de contraintes à gérer. La première des contraintes, c'est le temps. La plupart des gens, y compris ceux qui gouvernent, ne se rendent pas à l'évidence qu'entre le 15 septembre 2020 et le 31 décembre 2023, date supposée, devront aller à nouveau voter, et nous avons fait un calendrier de ce point de vue, pour convoquer le scrutin, il nous reste 1111 jours, sur lesquels il faut décompter les jours où nous sommes en train de dormir, l'Assemblée ne se réunit pas, le Sénat ne travaille pas, ainsi de suite. Il faut enlever chaque fois un jour. Et donc, si vous ne voulez pas que nous puissions avoir un débat sur le sexe des anges en 2022, 2023, pourquoi on ne tient pas les élections, il faudrait que dès aujourd'hui, que ceux qui sont en charge des affaires publiques, tous les responsables, la société civile, le pays, puissent s'engager dans ce débat. La deuxième contrainte qu'il faut pouvoir gérer, c'est que pendant ce temps de 1111 jours, il faut réunir les moyens. Il faut une stratégie financière. Nous en avons défini une parce que nous avons assuré dans le cadre de notre planification une programmation financière des élections. Et cette programmation passe par un premier outil, pas le seul. Le premier outil, c'est la création d'un compte d'affectation spéciale dans le cadre du budget pour allouer des moyens au fonctionnement et à la montée en charge opérationnelle de la CENI pour gérer les élections. Les moyens ne doivent pas être abordés en fin de course. Mais vous comprendrez que pour faire une bonne planification, une bonne programmation, il faut déjà avoir la maquette de la loi électorale, de ce que l'on va avoir comme politique électorale. Parce que si on n'a pas tous ces outils et qu'on les a à la fin, comme on a souvent fait par le passé, on va jouer dans la précipitation, dans la confusion, et ça va se traduire par la gabegie. Donc, si nous voulons éviter ces écueils, il faut donc passer par la programmation financière. Donc, le troisième volet de contraintes a lieu à la définition des règles du jeu. C'est ce que nous avons fait. Les modes de scrutin, comment est-ce que nous voulons les gérer. Et tout le monde s'est plaint. Joseph Kabila, d'ailleurs, en premier, en 2011, il s'était plaint de la manière dont les élections s'étaient passées, de la corruption. Mais Félix Tshisekedi a fait de même. Est-ce que nous allons nous contenter, à chaque fois, quand on élit un nouveau président, de constater que celui-ci se plaint des élections telles qu'elles se sont passées et n'est pas en tirer les conséquences? Nous nous sommes mis et nous avons pris le parti de dire qu'il faut apporter des solutions. Et nous apportons ces solutions sur cette question. Et si tout le monde a la sagesse de comprendre aujourd'hui que nous devons gérer les facteurs temps, la programmation financière et les règles du jeu, alors il faut qu'on engage ce débat sur les réformes électorales. Donc, la dernière contrainte qui est quand même assez spécifique et qu'il faut gérer et qui est très importante et que nous avons abordée, c'est la problématique de l'identification des électeurs. Il ne faut pas qu'on utilise ça comme un arbre qui cache la forêt. Pour ceux qui ne veulent pas des élections, disent que c'est une contrainte non gérable ou la contrainte financière. Si nous abordons cette question aujourd'hui et nous la mettons en perspective, il est possible de démarrer l'opération d'identification des électeurs, mais pour éviter qu'à l'avenir, nous ayons les mêmes types de contraintes, la base de données qui pourra être constituée également dans la perspective de préconstituer une base pour l'identification des nationaux. Il y a possibilité de mutualiser les ressources et d'arriver beaucoup plus loin. Donc, vous voyez, nous avons travaillé sur des questions qui sont des questions de fond. Nous reviendrons sur chaque point que vous avez évoqué tout à l'heure. Nous sommes sur des questions, je les donne, mais vous comprendrez que ce sont des questions de fond. Et nous ne sommes pas restés en surface. Et il ne s'agit pas ici des questions partisanes sur lesquelles quelqu'un peut tirer profit. Alors, vous avez, parlant de réformes électorales, le G13 a fait 19 propositions, mais parmi lesquelles, quelles sont les plus urgentes? Écoutez, ce que nous avons fait comme proposition, ce n'est qu'une partie dans cette loi électorale et touche à la matière électorale. Nous pensons par exemple que sur le seuil d'élection, le seuil que l'on a introduit la fois dernière, le seuil est un élément qui apparaît cohérent du point de vue théorique. Mais dans les contextes congolais, et tel qu'il a été pratiqué, a été un instrument qui a contribué à la non-transparence des élections. Nanga a proclamé les résultats. Il a dit, moi la liste sur laquelle j'étais, qui était la liste AR, nous avons atteint les seuils. On ne m'a jamais expliqué pourquoi moi j'ai atteint les seuils et telle autre liste n'a pas atteint les seuils. C'est apparu aux yeux de beaucoup comme ayant été un moyen de manipuler, de se choisir les listes qui atteignaient les seuils pour constituer une majorité qui aujourd'hui, dans le fond, les gens contestent les institutions, quelles qu'elles soient,
en disant que ces élections n'ont pas été correctes. Alors nous avons dit, au lieu d'avoir le seuil qui est constitué ex post et fait l'objet des manipulations de la part de la CENI, sans que le contentieux sur le seuil n'ait été aménagé, nous disons, on remplace le seuil par une exigence de contrôle de la recevabilité des listes. Il faut que les listes soient nationales. Pas des listes locales, mais des listes nationales. Et à cet égard, on exige que les listes au niveau des élections législatives et provinciales doivent être présentes à 60% sous le siège en compétition. Ça exige, et comment vous rassurez que c'est là... Ça exige que les grandes formations politiques, les regroupements les plus importants, puissent être constitués en vue de rencontrer cette contrainte, mais qui est claire et transparente parce qu'elle est faite avant, plutôt que d'un contrôle ex post. Le seuil n'est pas mauvais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, tel qu'il est appliqué, il n'a pas délivré les garanties en termes de transparence, en termes d'outils discriminants de manière positive. Aujourd'hui, vous avez d'ailleurs, au niveau de l'Assemblée nationale, presque le même nombre de partis et de formations que vous en aviez avant. Et donc, cet instrument a été beaucoup plus nocif qu'il n'a été un instrument qui a rationalisé la gestion. Il faudrait supprimer ces points de seuil. Nous supprimons le seuil. Nous demandons, on demande à ce que le seuil soit supprimé et qu'on le remplace par un moyen de contrôle, de rationalisation de présentation des listes, en exigeant à ce que les listes soient nationales et donc présentes sur une partie importante de sièges en compétition. Le deuxième élément qui est très important, c'est le recours au scrutin majoritaire simple. Généraliser ces modes de scrutin parce qu'actuellement nous avons un mode de scrutin qui est mixte. On a majoritaire là où il y a un siège et proportionnel ailleurs. Nous disons, si on pouvait généraliser les modes majoritaires un peu partout, ça permettrait d'avoir des élus qui sont forts parce que la plupart des élus que vous avez qui sont élus dans les calculs des quotients en plus fort reste, ainsi de suite, ont très souvent moins de légitimité dans leur circonscription et ça nuit à la qualité. Mais qu'est-ce qu'il faudra faire pour généraliser les listes? Il faut changer la loi, c'est ce que nous proposons. Et donc nous sommes ouverts au débat. Alors, au troisième, c'est en ce qui concerne l'élection des gouverneurs. L'élection des gouverneurs et des sénateurs, éviter ces mercenaires qui viennent dans les provinces, quelqu'un qui n'est pas capable de se faire élire déjà comme député provincial dans une province, et il va se faire élire ailleurs, et il vient dans une province parce qu'il a les moyens et il achète les suffrages. Nous avons dit, le candidat député provincial aura indiqué dans sa fiche pour qui il vote comme candidat gouverneur. Donc, quand il est élu, cette voix-là va compter pour la liste de gouverneurs pour lequel il a voté. Au moins, les citoyens participent à cela. Aujourd'hui, nos concitoyens sont choqués de voir très souvent à la tête de leur province des personnages qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils ont eu le loisir d'acheter des députés provinciaux. Il en est des mêmes pour les sénateurs. Ensuite, vous avez la question du vote électronique. On a laissé trop de pouvoir à la CENI, qui a défini dans un manuel annexe les méthodes de gestion du vote électronique quasiment avec la machine à voter. On transmet, on ne transmet pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens vous disent on n'avait pas fini la compilation que la CENI avait proclamé les résultats. Mais pourquoi? Parce que la CENI en a fait à sa tête. Les résultats ont été transmis par les machines à voter au niveau de la centrale et ils ont compilé comme ils ont voulu compiler sans que cela ne soit transparent. Aujourd'hui, dans les cadres de la loi, on a organisé et dit il y a un principe. Lorsqu'on recourt à un moyen comme celui-là pour le vote, il doit pouvoir être homologué par la loi. Et donc, c'est la loi qui garantit les droits et libertés des citoyens en matière de vote. Vous voyez, donc, ce sont des améliorations qui ont été apportées du point de vue de la loi électorale. Mais il y a d'autres aspects. Vous savez, le processus électoral, ce n'est pas que la loi électorale, il y a d'autres lois. Et nous avons dit, ça c'était le premier élément. Il y a d'autres éléments qui vont suivre. Alors, vous avez évoqué les problèmes de temps qui pourraient peut-être faire une contrainte aux initiatives. Mais dans quelle période voudriez-vous exactement finir avec les réformes ? Écoutez, si les gens travaillent et si les gens font ce pourquoi ils sont payés dans la République, à tous les niveaux, il faut commencer ce débat sur les réformes, il faut le terminer assez tôt. Mais la réforme sur la loi électorale, elle peut prendre un peu plus de temps.
et n'est pas la plus urgente. La plus urgente, c'est la loi sur la CENI. Parce que là, il y a une proposition, j'ai entendu parler des gens des arriérés. Si on peut parler des arriérés, il y a cette loi sur la CENI, la proposition faite par le collègue Lutundula, et qui a reçu les observations du gouvernement. Il faudrait qu'on puisse l'aligner et torcher ces sujets sur la CENI et que la nouvelle centrale électorale soit mise en place, et avec elle, avec son concours, que nous puissions discuter effectivement de toutes ces options techniques et politiques sur la loi électorale et d'autres instruments, notamment sur l'identification des électeurs, pour pouvoir mener le pays vers la tenue des élections dans un processus qui est apaisé et qui fait consensus. Ça ne sera jamais la victoire d'un camp contre un autre, ça sera la victoire du Congo. C'est ce qu'on aimerait voir. Déjà, le processus de la désignation de nouveaux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante est en veilleuse. Comment comptez-vous arriver à réformer cette institution d'appui à la démocratie? Vous savez, lorsqu'on n'a pas l'humilité de reconnaître que l'expérience est une source d'inspiration et d'instruction, on est parfois appelé à tomber. C'est-à-dire, vous voulez dire quoi? En 2006, en 2011, en 2017, avant la mise en place des structures de la CENI, on a procédé à l'évaluation, à la réforme de la CENI pour tirer les leçons de l'expérience et dresser la suite. En voulant faire le contraire, je crois qu'on est arrivé dans l'impasse où on est. Mais on peut en sortir. Je pense qu'il est encore possible pour que les uns et les autres reprennent les esprits, pour que la réforme de la CENI puisse se faire et qu'elle se fasse dans les règles et que cette désignation soit la plus transparente, la plus claire possible pour tous, pour toutes les parties prenantes. Moi, je ne suis pas là pour parler des personnes. Je trouve que c'est trop bas d'évoquer le sujet des personnes. Je suis sur le principe. Ce que nous avons fait et qui constitue presque désormais une tradition républicaine dans ce pays. En 2006, après les élections, on a évalué, on a réorganisé la loi sur la CENI pour mettre en place la nouvelle. On a refait le même exercice en 2013, dans la perspective des élections de 2015. Je ne vois pas pourquoi on a des rejets cette fois-ci. C'est la seule question que je me pose, je suis sur le principe. Selon vous, qu'est-ce qui serait à la base? La précipitation, le fait de n'avoir pas respecté certains principes et règles. Lorsque l'on est dans des institutions, je pense qu'on n'aurait pas pu engager ce processus tel qu'on l'a engagé. Il a été mal engagé. Et je crois que je ne suis pas le seul à le dire. Il y a les confessions religieuses elles-mêmes concernées par la question qui ont dit la même chose. La plupart des politiques ont dit la même chose. Certaines institutions ont dit la même chose. Et je crois que lorsqu'il y a trop de bruit comme ça, et pour on a vu plein de gens dans la rue, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'il peut y avoir des problèmes. Et la responsabilité, c'est de s'élever au-dessus de ça pour donner une nouvelle indication et ne pas bloquer le pays sur le nom de personne. Voilà, le G13 propose de formaliser les règles de désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante pour toutes les composantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous voyez par exemple aujourd'hui la désignation des membres au niveau des confessions religieuses, elle n'est pas réglée par la loi. La loi énonce un peu, disons la société civile, énonce des principes, mais cela laissé aux composantes. Je crois que pour éviter l'écueil dans lequel nous sommes tombés aujourd'hui, il faudrait que la loi puisse formaliser la procédure et que l'on sache quelles sont les étapes par lesquelles on passe. Si bien que certains se sont crus dans la discrétion d'organiser cela comme ça a été organisé. Je ne veux pas jeter l'anathème sur certains, mais je veux dire tout simplement que quand on a un processus aussi important qui est institutionnel, il est peut-être bon de faire confiance aux composantes et tout ça dans leur liberté de le faire, mais les règles qui font rentrer ces dispositifs dans les institutions doivent être clarifiées. On doit savoir par exemple comment est-ce que dans la société civile sont désignés les représentants de la société civile au niveau de la CENI. Comment est-ce qu'au niveau de l'opposition, cela est fait? Comment est-ce qu'au niveau de la majorité, cela est fait? Ça doit être clarifié dans les règles. Et pas seulement énoncer les principes et laisser les restes à des règles privées. C'est comme ça que d'ailleurs, dans les cas des conflits que vous connaissez actuellement, les gens se retrouvent devant le tripé, ainsi de suite. Bon, le tripé n'a pas pour mission, ou le TGI, à régler les problèmes qui concernent le fonctionnement des institutions.
Mais vous pensez que la loi organique actuelle de la Commission électorale nationale indépendante a montré ses limites? Absolument que oui. À quel niveau? D'abord en termes de contrôle. Aujourd'hui, c'est une loi qui laisse à loisir le président de la CENI avoir le plein pouvoir. La collégialité qui est voulue par les législateurs et qui est sous-entendue par les constituants n'est pas retrouvée dans les modalités de fonctionnement à la CENI. Vous savez que la CENI est peut-être le seul organisme au niveau de l'État, j'en connais pas d'autres, si vous en connaissez, dites-le moi, qui reçoit environ 1 milliard de dollars. Si vous prenez le 900 millions sur le dernier exercice, ça va faire 1 milliard de dollars sans qu'il y ait véritablement de moyens de contrôle à la fois sur les finances, sur l'orientation et y compris les contrôles internes. C'est-à-dire que l'exécutif de la CENI, le bureau de la CENI, se trouve être en même temps l'organe qui préside aux séances qui sont supposées les contrôler. On ne peut pas avoir un contrôleur et le contrôler dans le chef d'une même personne. Et on amène à des abus. C'est un principe classique, il faut une séparation. La CENI ne rend pas compte de l'utilisation des moyens qui lui sont affectés. Les règles d'engagement, en ce qui concerne les marchés publics engagés dans les cas de la CENI, se passent de gré à gré à un niveau impressionnant. Je crois qu'ils doivent être soumis à la loi sur le marché public. Le principe de l'indépendance, il est énoncé, mais on n'en a pas donné des critères. À travers nos consultations, nous avons pu identifier en disant il faudrait qu'on exclue les personnalités politiques qui, au cours du dernier cycle électoral, ont été candidats ou qui ont exercé des mandats au nom de leur formation politique, partisan ou au niveau des institutions. Il est quand même assez étonnant de voir qu'un organe qui est réputé être indépendant n'est jamais le devenir parce que ce que nous désignons dans la CENI, et je ne jette la pierre à personne, c'est toutes les composantes qui sont concernées, sont désignées ad referendum par leur groupe pour leur rendre compte sur l'exercice de leur mission. Autrement dit, nous attendons une personne qui doit pouvoir dire qui a gagné les élections. Et si nous avons mis en place la CENI, c'est parce que nous nous méfions les uns des autres. Mais en même temps, on désigne au niveau de la CENI des acteurs politiques en activité et qui y vont et qui se comportent comme des militants. Mais en gros, que suggérez-vous? Alors, ce que nous suggérons, c'est que la désignation, la composition de la CENI soit mixte, qui est la société civile et les politiques opposition comme majorité, que ce soit une composition paritaire, mais qu'ensuite, dans cette composition, les composantes, tout en étant libres de désigner leurs membres, ne puissent pas désigner les acteurs politiques en activité. Vous imaginez, j'ai été candidat, élu, député provincial dans la ville de Kananga, député national à Luisa. Demain, je peux me faire désigner en l'état actuel de la loi membre du bureau de la CENI. Mais il y a à douter, pour ceux en tout cas qui ne sont pas avec moi, à douter de ma neutralité, de mon indépendance par rapport à ma famille politique à laquelle j'appartiens. Mais c'est que, je dis pour moi, vaut pour tous. On a eu Jacqueline Joly, désignée par exemple par le MLC, on a eu Katintima, désigné ici et là, on a des acteurs politiques patentés, reconnus dans leur camp et qui viennent et qui se comportent à la CENI comme des militants. Il faut qu'on arrête cette pratique. Il faut qu'on aille vers des acteurs si on arrivait à arrêter, détachés. Vous pensez qu'il y aura vraiment de l'indépendance à ces points? Vous savez, l'indépendance sera toujours un facteur de tension. Bon, elle peut se situer à 40, elle peut se situer à 60%, 70, 80. Mais à ces points, ça se situerait à combien? Aujourd'hui, elle est à zéro. Les acteurs politiques, elle est à zéro. La CENI n'a pas d'indépendance réelle parce que les acteurs politiques qui sont désignés sont des acteurs en activité. Il nous faut des personnalités qui soient un peu sorties en situation quasi de proconsul, qui sont désignés, même s'ils sont désignés par leur famille politique. Mais où trouver ces personnalités, finalement? Elles existent. Si on arrête de faire la politique politicienne et d'être dans la politique partisane, vous savez, dans d'autres pays, dans des pays où l'État existe,
dans les pays où l'État est solide, où l'État est impartial, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Et donc, quelqu'un peut être ministre de l'Intérieur, organiser l'élection et dire à son camp politique, nous avons perdu l'élection. Chez nous, on est encore loin d'un tel niveau. Mais entre ce niveau-là, qui est le niveau extrême, et le niveau zéro d'indépendance dans lequel vous choisirez quel niveau? Nous disons il faut monter en termes de critères d'indépendance pour dire les personnalités doivent être un peu détachées de leur camp, donc n'avoir pas exercé au cours de 5 dernières années des activités politiques. En tout cas, je vois très mal quelqu'un qui a été aux élections il y a 3 ans, vous le désignez à la CENI pour qu'il soit indépendant, alors qu'il est marqué encore soit par l'échec et la victoire de son camp. Non, il faut que ce soit des personnalités dégagées. Et d'ailleurs, la loi, sans le dire, a toujours considéré que quand bien même les personnes qui sont désignées par l'opposition ou la majorité, ce sont des personnalités qui sont désignées en raison de leur professionnalisme, de leurs critères d'indépendance. Mais sauf que la loi n'a pas donné de contenu à cette indépendance, chose que nous faisons dans le cadre de la proposition. Mais que pensez-vous de la société civile qui estime par exemple qu'il devait y avoir que les membres de la société civile au sein de la CENI? Si la société civile était le réservoir de solutions, peut-être qu'on ne serait pas tombé dans ce en quoi on est tombé. Aujourd'hui, vous avez le cas de Malonda qui divise la classe politique et qui divise même la société civile, voire les confessions religieuses. Elle vient de la société civile. C'est vous dire que le problème n'est pas seulement celui des politiques, il est aussi de la société civile. Vous savez, à Sun City, lorsque on a fait l'esquisse de la Constitution en disant on aura des institutions d'appui à la démocratie. Dans une première composition, on avait dit ces institutions ne seraient composées que de la société civile. Mais vous savez pourquoi on est sorti de là? Simplement parce que la société civile a voulu participer au gouvernement et dans d'autres institutions. Et qu'en contrepartie, on a dit les politiques devaient aussi être présents dans les institutions d'appui à la démocratie. Mais maintenant qu'on veut, et nous sommes expliqués pendant ces consultations avec la société civile, si on veut aller dans une composition exclusivement société civile, il faut prendre du temps. Parce que une réforme doit rester tout de même réaliste par rapport à ce que nous pouvons atteindre comme objectif et tenir compte de l'environnement. L'environnement aujourd'hui ne permet pas encore de dire que nous déférons tout à la société civile. Donc il faudrait du temps vraiment pour prévaloir cette proposition. Mon souhait, c'est qu'un jour ce pays puisse organiser les élections par les ministères de l'Intérieur. Ce temps n'est pas encore arrivé, mais la marche peut être enclenchée. Nous sommes au niveau 0 degré d'indépendance. Il faut partir peut-être à 40, 50, 60, c'est possible. 60 déjà, ans, vous dites? Non, 60%, 60%. De l'indépendance de la CENI. Et puis après, croître cette indépendance, tout en renforçant l'État dans son impartialité, arrivera peut-être un jour où les Congolais vont considérer que les élections peuvent être organisées par les ministères de l'Intérieur, et ce serait vraiment souhaitable. Alors, vous proposez de limiter, d'encadrer l'autorité du président de la CENI. Qu'avez-vous constaté avant d'en arriver là? Parce que le président de la CENI, dans la pratique, c'est un one-man show dans la CENI. Alors que la CENI est supposée être un organe collégial. Et la plénière ne joue pas véritablement son rôle. Les mécanismes de contrôle ne fonctionnent pas. C'est ainsi que nous avons dit que lorsque la plénière s'est réunie comme organisme de contrôle, on peut trouver une mécanique en interne où, en siégeant comme organisme de contrôle, il y a une autre présidence qui se met la direction des débats. Il est quand même inconvenant, et d'ailleurs, il devrait se déporter, que si c'est moi qui suis contrôlé et que ce soit moi qui préside les travaux. Donc, on a un parti pris, il y a un conflit d'intérêts qui fait que finalement, je ne vais pas présider une réunion, une séance à laquelle on va retenir de fautes à ma charge. Et donc, par conséquent, pour rendre le contrôle effectif, il faut que le rôle du président soit mieux encadré. De la même manière, la répartition des missions au niveau de la CENI entre les différents membres du bureau doit être retravaillée pour qu'il y ait un certain équilibre. Il faut sortir de ce one-man show qui n'a pas apporté que du bien à nos processus électoraux, que ce soit en 2011 ou en 2018.
Le G13 suggère la mise en place d'un organe permanent de contrôle interne de la CENI. Pourquoi ne pas vous confier par exemple à l'inspection générale des finances? Bon, vous savez, il y a beaucoup qui découvrent l'inspection générale des finances. Hein. C'est une institution qui existe depuis belle lurette. Elle fait son travail, elle le fait plutôt bien. Ce que nous avons voulu ici, c'est que compte tenu des enjeux, de la sensibilité, il nous faut déjà au niveau interne avoir des mécanismes de contrôle et avoir des mécanismes de reporting qui permettent à ce que, à périodicité régulière, on puisse avoir des éléments de contrôle et des corrections éventuelles sur la conduite de la politique financière et matérielle de la CENI. C'est un élément important. Aujourd'hui, lorsque l'on veut faire des choix politiques en ce qui concerne la politique électorale, les gens amènent très souvent, à tort, je trouve très souvent, la question financière. Mais la question financière, mise dans une perspective de contrôle, peut être bien maîtrisée. Concernant la loi électorale, vous avez une panoplie d'innovations. Vous demandez notamment la suppression du seuil électoral, l'interdiction de candidature à deux scrutins pour les assemblées délibérantes. Vous êtes aussi contre les suppléants familiaux. Oui. Alors, c'est tout de même difficile dans ce système congolais. Pensez-vous que vous obtiendrez gain de cause? Si on devait engager les combats politiques en fonction simplement de la garantie que l'on a de pouvoir les emporter, alors il faut changer de mission, de profession. Il faut aller faire assureur. Mais je vais dire, nous sommes dans un domaine où effectivement nous faisons des propositions. Nous savons qu'il est difficile d'obtenir l'accord de tous, mais nous avons la foi de pouvoir convaincre nos collègues de l'intérêt de ce que nous proposons. Aujourd'hui, nos concitoyens, je dis bien nos concitoyens, sont sidérés par une chose. Moi-même, j'ai été candidat député provincial et député national. Laquelle chose? Le népotisme, le patrimonialisme, la montée du tribalisme, la dissolution de l'unité nationale. Toutes ces questions sont redevenues au cœur du débat politique des préoccupations majeures de nos concitoyens. Et comme acteurs politiques, comme responsables politiques, nous sommes appelés à formuler des réponses. Nous disons ceci, en ce qui concerne la suppléance. On interdit la suppléance avec des personnes dont on a les liens de parenté jusqu'au deuxième degré inclus, en ligne directe ou collatérale, ascendante ou descendante. Et ensuite, on interdit aux élus au même degré d'être candidats à plusieurs niveaux, parce qu'en fait, ça nuit aussi à la qualité de la représentation. Il y a des assemblées provinciales qui ont été vidées par les élus et qui ne sont occupées que par des suppléants. Ils sont tout aussi élus, au sens de la loi. Mais vous comprendrez qu'en termes de légitimité, on n'est pas dans la même configuration. Et ensuite, ces mécaniques ont été utilisées très souvent pour pouvoir servir le patrimonialisme de fonction. Et on a voulu une assemblée, vous savez, dans mon parti, on avait même proposé de réduire la taille de l'Assemblée nationale, parce qu'on trouvait que 500, c'était beaucoup. Mais lorsqu'on dit 500, c'est beaucoup, on dit c'est pour assurer la représentativité. Mais lorsqu'on va dans cette représentativité et qu'on retrouve des clans familiaux, ça devient quelque chose de préoccupant pour nos concitoyens. Et pour y mettre fin, il faut que la loi puisse inciter à éviter ce type de mécanisme. Mais comment vérifier, par exemple, pour le cas de suppléants, vérifier que tel ou tel autre sont vraiment... D'abord, il y a eu une déclaration sur l'honneur et on a fait une question d'invalidation de l'élection, même après la proclamation de résultats. Donc je pense que personne n'en prendrait le risque. Si il est démontré, et ça peut être démontré, qu'ils ont des liens de famille, mais c'est connu, les gens ne s'en cachent pas. Alors là n'est pas le sujet. Le sujet est de savoir est-ce que notre société est prête pour cela. Parce que moi, ce que nous entendons de nos concitoyens, c'est ce que nous portons. Et en contrepartie, nous disons, quelqu'un qui a été suppléant d'un candidat député ou sénateur, ça, les gens ne le disent pas souvent, ne peut pas se porter candidat à l'élection subséquente dans la même circonscription. Parce que
pour pouvoir renforcer. Donc, il y a un mécanisme de donnant-donnant. Parce que, qu'est-ce que les gens nous disent? Ils disent, bon, les élus désignent leurs membres de famille parce qu'ils n'ont pas confiance. Ils mettent en jeu des sommes importantes pour se faire élire. Et qu'une fois qu'il s'est fait élire et qu'il est nommé à d'autres fonctions, il se fait remplacer par quelqu'un qui lui est déloyal. Par conséquent, nous disons, quelqu'un qui a siégé comme suppléant ne peut pas revenir dans la même circonscription comme candidat contre la personne qui l'a remplacé. Ça se fait. En droit électoral comparé, ça existe. Et deuxième chose qui est très importante, en ce qui concerne le mécanisme de gestion des inéligibilités. Parce que les inéligibilités aujourd'hui, on dit à quelqu'un de se mettre en disponibilité. Il vous amène une lettre, mais il ne s'est jamais mis en disponibilité. Et ça cassait l'administration, cette affaire. Vous avez toutes les administrations qui sont déployées, non pas pour les missions de service public, mais qui sont déployées dans la perspective électorale. Vous avez suivi la dernière déclaration du FCC, qui était très choquante, de dire on attend qu'on va faire la mise en place de la petite territoriale. Moi, j'avais toujours pensé, et c'est ce que j'ai étudié à l'école et ce que j'ai pratiqué, que la petite territoriale sert à administrer les territoires et à gérer les personnes et leurs biens sur l'étendue du territoire national. Non, on va le faire, mais ça doit se partager entre les deux composantes politiques de la majorité. Donc ça veut dire quoi? Quand vous cassez la territoriale, vous cassez parfois même la police et l'armée, et tout ceci est fait de manière politique. On n'a plus d'administration, on n'a plus d'État dans ce pays. Alors les gens doivent choisir. Soit vous êtes dans l'administration, vous voulez faire de la politique. Alors celui qui veut aller aux élections doit être sorti de la fonction administrative avant. Et nous avons dit 2 ans avant. Parce que ce n'est pas normal qu'on désigne un prophète parce qu'il veut être candidat. On le prépositionne pour être candidat. On désigne les territoriaux parce qu'ils vont être candidats dans les secteurs. Et au moment où il y a la mise à disponibilité, ils font semblant, et tout le monde est conscient de cela, ils ne sont jamais partis de leur fonction, et usant de la puissance publique, ils sont candidats. Donc, il y a 2 inconvénients à ce système, c'est que ça casse l'administration, et de l'autre côté, ces gens-là, quand ils sont là, abusent de l'autorité publique et des moyens de l'État pour pouvoir faire campagne. Et pendant leur mandat, plutôt que de travailler pour la population, ils travaillent pour un camp. Et dans certains cas, ça a été tragique. Ça a été tragique parce que dans l'excès des ailes de ce type d'agents, on a pu connaître les cas, par exemple, du phénomène Kamwina Sapou au Kassai ou dans d'autres juridictions. Vous voyez un territorial qui, au lieu de faire sa mission telle que la loi le recommande, est là au service de son camp politique. Donc, en définitive, vous voulez quoi? Ce que nous voulons, c'est qu'un administratif, pour être candidat, doit être sorti de sa fonction au moins 2 ans avant, dans la circonscription où il a exercé. Et donc, ça va mettre chacun au devant des responsabilités. Mais dire aujourd'hui, 6 mois avant, au plus tard, au jour du dépôt de la candidature, c'est comme ça que vous voyez les DG utiliser les caisses de leurs entreprises aux yeux au su de tout le monde pour faire campagne. On voit les administrateurs du territoire se comporter en agents électoraux ou en candidats, les administrateurs adjoints des territoires, les bourgmestres. Vous croyez que pourquoi les gens se disputent ces fonctions? Ils se les disputent parce qu'ils veulent prépositionner les leurs en vue des élections, mais pas pour gouverner le pays. Mais regardez l'état de gouvernance du pays. L'État a cessé d'exister, l'administration n'existe pas et nos populations sont laissées pour compte. Et ça, c'est très dangereux. Et je pense que aujourd'hui, on a besoin de l'État. Il faut que l'État revienne. Et pour qu'il revienne, il faut davantage de volonté et mettre de l'ordre dans la question électorale. Il faut séparer la conquête des mandats politiques de la gestion administrative de l'État. Du coup, même en fermant les yeux, on peut dire que le G13 respectera la loupe toutes ses propositions lui-même, pardon. Mais le G13 n'a d'autre vocation aujourd'hui que de faire adopter cela, de convaincre nos collègues. En tout cas, ceux qui sont pétris du sens de l'État et qui pensent l'État congolais demain différent de celui qu'il est aujourd'hui, et nos concitoyens le demandent, ils demandent quoi? Plus de sécurité, un peu plus d'État, un peu plus de justice. C'est ce que nos concitoyens demandent. Au-delà même de problèmes socio-économiques. Aujourd'hui,
Si vous interrogez la majorité de nos concitoyens, la plus grande précarité, c'est l'absence de sécurité, l'absence d'État. Nous vivons dans une jungle. Et vous ne pouvez pas remettre de l'État si vous avez transformé tous les agents de l'administration en agents électoraux. Et c'est très dangereux et irresponsable de notre part. Mais est-ce que le G13 a tenu compte des acteurs politiques qui jusqu'ici sont exclus de l'élection, par exemple le cas de Jean-Pierre Bemba, dans vos propositions? Écoutez, nous n'avons pas voulu aborder les sujets individuels. Mais ce qui nous est apparu important, de ce point de vue, c'est de dire le régime des inéligibilités chez nous place au même degré quelqu'un qui est condamné pour crime contre l'humanité et quelqu'un qui est condamné, par exemple, pour d'autres crimes moins graves. Parce que toutes les infractions sont en fait des contreventions à la loi, mais elles n'ont pas la même portée. Et donc, il faut qu'il y ait une proportionnalité dans la sanction. Nous disons, quand on a été condamné pour crime contre l'humanité, crime de génocide, crime de guerre, l'inéligibilité doit être définitive. Parce qu'il s'agit en l'occurrence des infractions imprescriptibles. Pour toutes les autres infractions, nous disons deux choses. Lesquelles? La première, c'est que l'inéligibilité doit être limitée au temps de la condamnation. Si vous avez été condamné pour 5 ans, au bout de 5 ans, vous recouvrez votre droit d'éligibilité. Si, en sus de la condamnation principale, il y a eu une peine accessoire de privation de droits civils et politiques, auquel cas, si cette peine-là court encore, vous êtes exclu du processus électoral. Nous sommes donc sous le principe. Donc cela doit être traité au cas par cas? Non. Oui, au cas par cas, au sens où de la condamnation, sous le principe. C'est-à-dire que j'ai été condamné, par exemple, pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Ce n'est pas le cas, hein, c'est qu'un exemple. Auquel cas, je suis inéligible définitivement, à vie. Mais j'ai été condamné pour détournement de deniers publics. J'ai été condamné pour corruption, pour viol, pour faux, pour faillite, pour banqueroute. En fait, dans ces cas-là, la durée de ma condamnation m'exclut du processus électoral. Si j'étais condamné pour 5 ans, c'est 5 ans. Mais à l'exemple de Jean-Pierre Bemba, ça serait quoi? Je ne suis pas le conseil de Jean-Pierre Bemba. Vous ne l'êtes mais pas, maintenant, vous avez les principes. Maintenant, vous avez les principes, vous pouvez les appliquer. Je dois vous dire, en réalité, que je ne connais pas le temps pour lequel il a été condamné. Mais s'il a été condamné pour un temps et qu'il a purgé sa peine, et donc il est au-delà de sa peine. Et ce que je dis n'est pas scandaleux. Je vais vous donner un exemple, parce que je n'aime pas parler des cas de personnes où on a l'impression qu'on veut résoudre un problème d'une personne. On veut résoudre un problème de principe, d'équité, de justice. Je vous donne le cas, par exemple, de la France. Alain Juppé a été condamné dans le cadre des affaires de la mairie de Paris. Mais il a été condamné pendant le temps de la condamnation. Il est allé au Canada, il donnait cours, ainsi de suite. Mais après, ça n'a pas empêché à Alain Juppé de revenir et d'être candidat en France parce que, en fait, l'inéligibilité pour la condamnation pour le fait qui lui était reproché a couru le temps de la condamnation et, à un moment donné, il est terminé, il recouvre ce droit. Donc, une société ne peut pas faire de la justice, et surtout en matière de la justice pénale, sans tenir compte de deux facteurs. Un, la proportionnalité des délits et des peines, c'est vieux comme le monde, beccarien. Deux, c'est la mémoire et l'oubli. C'est-à-dire que lorsqu'une sanction a été purgée, la société a de la mémoire parce qu'on a été condamné, mais là aussi de l'oubli parce qu'il faut remettre du lien social. Et donc pour moi, je suis sur le plan de principe. Si effectivement Jean-Pierre Bemba entre dans ce cas, il entre. Et donc il ne faudrait pas retourner les débats en disant maintenant on veut empêcher que lui soit candidat. C'est ça qui est mauvais. Est-ce que nos principes résolvent son problème? Je ne sais pas. S'ils le résolvent, moi ça ne me pose aucun problème. Donc on n'est pas là pour s'opposer à tel ou tel autre ou pour agir dans l'intérêt de tel ou tel autre.
À l'instar de la société civile, le G13 propose l'affichage de résultats des élections bureau de vote par bureau de vote. Qu'est-ce qui va changer? D'abord, la traçabilité des résultats. Éviter un peu la discrétion dans laquelle baigne la CENI aujourd'hui. Elle nous donne des résultats. On n'en connaît pas. On ne sait pas. Bon, ces résultats, ils résultent de quelle agrégation de données? Aujourd'hui, on donne un schéma critique qui va permettre aux candidats non seulement d'être en situation de contester les résultats, parce que, vous savez, vous pouvez, sur un bureau, lorsque les résultats sont dans un mouchoir, sur un bureau, vous m'enlevez des voix, vous me laissez tout le reste, mais si vous me remettez cela, il m'arrive parfois de gagner. Et donc, il est important que la CENI, quand elle me dit « Monsieur Sessanga, vous avez fait 2000 voix », qu'elle m'indique que ces 2000 voix proviennent de quel bureau? Je vous dis au demeurant, lorsqu'on a fait la compilation en 2006, nous avons pu avoir résultats territoire par territoire et quasiment dans les centres de compilation, on avait bureau par bureau. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est accroître la transparence pour les électeurs et pour les élus, y compris pour ceux qui n'ont pas été élus. Ça rend l'acceptabilité de ces résultats beaucoup plus facile et ça renforce la légitimité des institutions. Il faudrait qu'on arrive un moment dans ce pays à une situation où quelqu'un regarde les résultats et dit « Ok, donc, compte tenu des résultats, la corruption serait réduite sensiblement et la transparence... Non, je ne dis pas la corruption. Je ne veux pas accuser la CENI d'avoir été corrompue. Je dis simplement que la transparence dans la gestion des résultats, dans la construction de résultats, vous savez, c'est la première fois que je suis élu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas le nombre de voix que j'ai eu. On m'a dit je suis élu, mais je ne sais pas pourquoi je suis élu. Tout comme on peut dire que vous n'étiez pas élu. Tout comme on peut dire je n'étais pas élu. Je ne sais pas, mais je suis honteux. Et ça, ce n'est pas normal. Je dois savoir, mes électeurs, dans quelle proportion ils m'ont fait confiance. C'est très important, y compris pour nous-mêmes. Mais aujourd'hui, on ne le sait pas. Et bon, je pensais que j'étais le seul, mais j'ai demandé à beaucoup de mes collègues. C'est vraiment des approximations. L'on sait que la loi électorale actuelle ne prévoit pas les scrutins au mode électronique. Mais quelle sera la place de la machine à voter en 2023? Alors, nous avons dit, contrairement à ce que l'on a avancé par la CENI, le vote qui a été fait, c'était un vote électronique. Je ne veux pas revenir sur ce débat. Je crois que la machine à voter a été un outil qui était bon pour les élections. Après coup, tout le monde l'a vu. Bon, on ne revient pas sur ce débat. Le débat aujourd'hui, c'est l'encadrement juridique du vote électronique. Et c'était d'ailleurs le débat à l'époque. On avait dit que la loi excluait le vote électronique. Et donc le recours à la machine à voter dans le contexte de 2018 n'était pas justifié légalement. Maintenant que nous avons un peu de recul et que nous avons du temps, la loi que nous avons proposée a prévu l'encadrement de la loi du vote électronique. Il a prévu un régime primitif dans la loi et a prévu également que lorsqu'il y a recours à des moyens techniques pour le vote électronique, il faut une loi d'homologation qui doit garantir en fait les droits des électeurs. Je vous donne un cas. Comment est-ce que dans le cadre d'un vote électronique, on assiste les électeurs? Est-ce que la même personne peut y aller? C'est ce que l'on a vu avec la machine à voter. En l'absence des dispositifs légaux, on a vu une même personne dans un bureau voter pour plusieurs personnes parce que bon, la grand-mère qui est arrivée dans un bureau de vote, elle ne savait pas comment s'y prendre. Et entre deux votes, la personne pouvait voter pour plusieurs personnes en disant « je vote pour tel, tel, tel ». Le secret du vote. Comment est-ce que on garantit le secret du vote? Celui qui vote pour que les gens ne sachent pas pour qui ils votent. Parce que c'est quand même une garantie, une liberté individuelle. Comment est-ce qu'on assure que l'urne électronique qui a fonctionné avec la machine à voter, lorsque les gens ont voté, ils ont transmis les résultats ici. Les gens disent « on n'a pas compilé, mais on leur a transmis les résultats ». Après, est-ce que les résultats qu'ils ont publiés étaient conformes à ceux qu'ils avaient dans la machine? Ça, c'est un autre débat. Mais ils ont transmis. Mais il faut que cette transmission soit encadrée d'un point de vue légal. Ensuite, il faut donner aux citoyens les moyens de pouvoir le contrôler et de contester les résultats dans le cadre d'un scrutin électronique. Ce que nous avons exclu, c'est le vote électronique à distance. Donc, on n'est pas encore à l'étape où
l'électeur de chez lui va voter par Internet, à distance, il vote et puis c'est enregistré dans l'urne. Mais l'utilisation des moyens techniques en dehors du support papier manuel doit pouvoir être encadrée au besoin par une loi spécifique d'homologation avant qu'un outil puisse être mis en œuvre. Et donc, l'usage de la machine à voter n'est pas primordial? Non, l'usage de la machine à voter peut être un facteur d'économie et pas mauvaise. Il ne faut pas rejeter l'expérience. Vous voyez qu'on n'est pas dans de postures idéologiques. On vous dit la machine à voter a bien fonctionné, mais la machine à voter doit pouvoir être encadrée légalement et il faut que la loi prévoie ce régime, ce qu'a prévu la loi que nous avons introduite. Alors, vous voulez aussi le retour à deux tours de la présidentielle. Est-ce que vous avez pensé au débat contradictoire entre différents challengers? Mais écoutez, les points de vue sont partagés. Il y en a qui veulent que ces débats contradictoires soient une obligation. Il y en a qui pensent que bon, on le laisse au niveau d'une faculté. Bon, écoutez, ce n'est pas l'essentiel. Même si, pour une bonne démocratie, et je vous donne ma position personnelle, je pense que les débats contradictoires entre deux candidats pour voir la vision qu'ils ont de la société permet aux électeurs d'aiguiser leur choix. Bon. Mais après, ça peut passer, il peut y avoir débat ou pas? Il y a des collègues, il y a des groupes qui ont estimé que ça devrait être facultatif. Le sens du compromis est allé pour laisser ça facultatif. Donc on n'en a pas fait un sujet obligatoire. Il y a une proposition qui est très importante, dont vous n'avez pas encore parlé, c'est la proposition d'interdire les cadeaux en nature, de dons en nature pendant la campagne électorale. Parce qu'on a considéré que c'est un facteur qui déséquilibrait les rapports entre les candidats et confinait quelque part un peu à l'achat de conscience et à de la corruption. Et donc, on veut limiter au maximum le type de support qui peuvent être distribués Mais comment contrôler cela si quelqu'un, par exemple vous-même, vous allez chez vous, vous remettez des présents en tant que fondation, par exemple, mais finalement c'est pour... Non, c'est direct ou indirect, hein, donc ça des c'est facile à faire. finalités que vous connaissez. Il faut le faire avant, vous pouvez le faire après, mais pas pendant la période de campagne. Nous disons pendant la campagne, il faut laisser de la sérénité aux électeurs de pouvoir apprécier. Vous savez, de toutes les façons, une élection ne se fait pas que pendant la campagne. Une élection est une appréciation sur une série longue. Les gens aujourd'hui, dans beaucoup de circonscriptions, disent déjà, pour 2023, je ne voterai plus pour ce mec, je ne voterai plus pour cette dame, je voterai pour tel ou tel autre. Donc, ce n'est pas ça qui change, mais ça pollue l'environnement politique et ça nous amène très souvent à des dérapages. Qu'est-ce que vous pensez de la Cour constitutionnelle? D'abord, c'est moi qui ai écrit la loi sur la Cour constitutionnelle. Je peux vous assurer que la Cour constitutionnelle, de mon point de vue, elle n'est pas devenue encore indépendante et il y a encore de l'effort à faire. Mais c'est un effort Comment la collectif. rendre indépendante? J'avais peut-être naïvement pensé que les mécanismes qu'on avait mis dans la loi étaient suffisants. Mais comme le dit Balladur dans son livre sur les réformes, il dit, vous savez, vous pouvez changer les textes, vous pouvez changer les structures, mais il y a un ferment important en ce qui concerne les réformes, c'est la volonté politique. Je crois qu'il n'y a pas de volonté politique dans ce pays d'avoir une Cour constitutionnelle véritablement indépendante. Vous en êtes sûr? J'en suis certain, et praticien, je vois ce qui se passe. Ce n'est pas encore une cour indépendante. Mais qui conseillerez-vous? Que ceux qui ont en charge les affaires publiques au plus haut niveau, les institutions, nous tous, on doit pouvoir s'investir pour avoir une justice véritablement indépendante. C'est un sacrifice de soi, c'est un don de soi. Et je crois que on doit se déchirer, se départir de nos intérêts et des zones de confort dans lesquelles nous sommes. Les gens se complaisent dans cette situation, mais nous ne calculons pas l'effet induit de l'absence d'une justice indépendante sur la situation économique, sur la situation sociale et sur la stabilité du pays. Personne ne fait les calculs. Mais
les gens voient tout simplement la justice parce que ça peut être un moyen de contrôle d'un maillon du pouvoir. Ça ne nous a pas quittés. Il faut quitter cet état d'esprit pour aller vers une justice qui devienne véritablement importante. Mais c'est comme pour la CENI, c'est une question de tension. On est au niveau 0, il faut aller au niveau 20, 30, 40 et tout ça. Parlons de l'identification de la population. Certaines personnes pensent que cette opération vise à favoriser les glissements. Quel est votre point de vue en tant que G13? Bon. Sur cette question, il faut être très clair. Quand on dit identification des électeurs, identification des nationaux, c'est deux opérations qui peuvent être menées concomitamment. C'est la même opération qui peut servir de base au processus d'identification des nationaux. Nous disons, et nous avons recommandé le couplage de deux opérations. C'est la seule façon d'éviter que l'identification ne puisse peser à la fois continuellement sur les élections et ne puisse devenir un facteur déglissement. Quand on identifie les électeurs, on identifie en fait les personnes en âge de voter. Il vous souviendra qu'en 2016, quand on a fait l'identification des électeurs, on a identifié y compris des mineurs qui allaient avoir l'âge de voter au moment du vote. Et c'est la même opération. Nous disons simplement, au lieu d'aller vers les mineurs, on va décider du curseur là où on va le placer. Nous pensons qu'on peut aller jusqu'aux enfants de 10 ans, qui soient identifiés, suivez-moi bien, qui seront identifiés dans un même processus. Ils sont identifiés. Et de ce fichier, on va extraire ceux qui ont l'âge de voter au jour du scrutin. On a le fichier électoral. Mais cette base qui est préconstituée va être utilisée pour pouvoir mettre en branle la mécanique des mises à jour qui permettra, dans 3-4 ans, de commencer à l'identification des nationaux. Donc, on veut d'une pierre deux coups. Quel est l'avantage? L'avantage, c'est que, on n'aura pas de glissement en 2023. Parce que nous pensons, et nous avons produit une feuille de route là-dessus, il faut en parler. Cette feuille de route fait terminer les opérations d'identification en 2022. Et donc, permet d'avoir les élections en 2023, à la condition que ces opérations aient été démarrées entre janvier et avril de l'année prochaine. C'est ça donc le chronogramme? Oui, c'est ça le chronogramme. Nous avons un chronogramme, donc janvier et avril. Et à ce moment-là, en 2022, nous pouvons avoir le fichier en question. Et donc, ce qui permet en 2023 de planifier les opérations électorales. Mais maintenant, ce fichier, au lieu de jeter comme nous le faisons depuis 2006, on jette l'argent par la fenêtre. Ce qu'on fait un fichier, on l'utilise pour les élections, après ce fichier dort et puis on recommence. Non, on dit que ce fichier peut être utilisé maintenant dans l'optique de pouvoir identifier les nationaux. Il y aura une partie du travail qui sera faite et cette partie du travail permettra au ministère de l'Intérieur, par ses organes habilités, à pouvoir commencer l'identification des nationaux. Il faudrait qu'à un moment donné, ce travail se fasse. Et il est possible de le faire. Ah, il ne faut pas en avoir peur. La responsabilité, c'est pas mais au cas où il y a un léger dépassement, quelles seront les mesures prises en cas de la non-tenue des élections dans les délais? Non. C'est vrai que vous avez évoqué le 24 décembre 2023. Aujourd'hui, nous avons le temps pour prendre le taureau par les cornes et éviter qu'on puisse avoir un glissement. C'est possible. Est-ce que tout le monde a entendu notre cri d'alarme? Si tout le monde a entendu ce cri d'alarme, alors on se saisit du temps qui nous reste pour faire ce travail et le faire bien, et qu'en 2023, nos concitoyens soient investis de leur droit constitutionnel de se choisir leurs dirigeants. Il faut éviter ces débats des politiciens. Donc la question du glissement ne vous passe pas à l'esprit? Non, on nous a accusé qu'on voulait les glissements. Mais voilà que vous nous invitez à débattre du glissement. Moi, je ne débat pas des sujets. Nous avons, dans le cahier, dans le rapport, nous avons produit une feuille de route qui vous indique étape par étape comment on peut aller pour tenir les élections le 24 décembre. C'est possible. Parlons du financement des élections. Vous suggérez la mise en place d'un compte d'affectation spéciale. Avez-vous déterminé les modalités de son approvisionnement? Ce compte est approvisionné par le budget de l'État.
Malheureusement, il n'y a pas une vraie politique budgétaire dans ce pays. Et vous remarquerez que les maigres ressources qui sont reçues aident essentiellement à assurer les fonctionnements de structures, à payer les salaires, ainsi de suite, et qu'il n'y a pas de ressources consacrées à des politiques publiques. Ce qui nous pose un vrai problème. Donc, mais les maigres ressources peuvent être alimentées. Mais en même temps, il faut qu'on se regarde en face. Je crois que cette posture que l'on a eue de dire, bon, les élections ne peuvent être financées que par des ressources internes, est une position intenable. Aujourd'hui, on sait qu'on a fait ça au prix d'une gymnastique qui n'est pas compatible non seulement avec nos lois, mais qui, d'un point de vue financier, n'est pas tenable comme politique publique. On ne pouvait pas, pour organiser les élections, gager les impôts des miniers pour organiser les impôts sur plusieurs années. Alors que si on a la politique électorale définie dès le départ, ça vous donne les moyens de pouvoir assurer une bonne planification. Et moi, je n'en fais pas un problème parce que, oui, les gens nous parlent de la souveraineté, ils sont drapés dans cette dignité-là. Mais, bon, vous voyez, quand il s'agit de financer les opérations de maintien de la paix, personne ici ne se drape dans sa dignité pour dire, bon, qui finalement assure notre sécurité. Sous les 10-15 dernières années, les 20 dernières années, nous avons toujours été assistés ici par la MONUSCO, par l'ONU, à un moment donné, pour rétablir la paix. Je ne vois pas pourquoi, alors que dans d'autres secteurs, nous sollicitons des partenaires. Donc la souveraineté devra intervenir sur tous les plans ou les domaines de la vie sociale congolaise. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut éviter de se draper dans une posture qui est ridicule, à considérer que c'est une question de souveraineté et à côté, vous gaspillez les ressources nationales. Parce que vous savez, la véritable souveraineté, c'est le droit de la maman à pouvoir nourrir ses enfants, aller à l'école, trouver un travail et se soigner. C'est ça la vraie souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas les chefs qui se drapent en disant, moi, les élections, ça ne vous rend pas fier qu'on organise des élections avec de fonds propres? Non, là, si nous en avions les moyens, mais moi, je refuse. Vous voyez, les gens ne nous ont pas écoutés. Parce que les Congolais, très souvent, quand on se parle entre nous, les gens ne veulent pas écouter. Ils prennent ça par-dessus la jambe. Mais lorsque les mêmes choses leur sont dites par le Fonds monétaire international, par la Banque mondiale, ils écoutent. Nous avions dit, ben, prenez vos archives, que ces budgets de 1,11 milliards, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, on le sait. J'ai vu les esquisses circuler pour un budget de 2021 à 5 milliards 600 millions. Comment vous pouvez comprendre ça? Donc, à un moment donné, les gens doivent redevenir sérieux et dire qu'ils gèrent des hommes, qu'ils gèrent des femmes, ils gèrent un pays et que quand on a la gestion d'un pays, on doit regarder la réalité en face. Et quand on regarde la réalité en face, notre capacité à financer un processus électoral tient compte à la fois de la dimension, le périmètre de la politique électorale, qu'est-ce que nous voulons, le nombre de scrutins, c'est pourquoi il faut faire des réformes, parce que ça les dimensionne et ça donne un coût, les contraintes logistiques que nous avons, les contraintes opérationnelles, le fonctionnement, tout ceci peut se planifier. Ensuite, lorsque nous n'avons pas suffisamment de moyens, il y a des instruments qui nous permettent de mobiliser davantage de moyens. Et il faut les mobiliser. Alors, je ne vois pas pourquoi on se draperait dans une dignité qui n'a aucun sens, parce que vous dilapidez des ressources et vous dites que vous ne pouvez pas recourir à l'aide, il s'agit d'une question de souveraineté. Alors c'est une question de souveraineté. Mais l'idée de la création de ces comptes spéciaux pour les élections a été soutenue par les présidents de 2 chambres du Parlement. Mais pour vous, est-ce que le fonds des différents bailleurs seront les bienvenus dans ces comptes-là? Non, le compte d'affectation spéciale est un compte du budget qui fonctionne. Mais s'il faut maintenant lever l'option d'ailleurs avec les bailleurs, qu'ils peuvent appuyer, en ce moment-là, il faut trouver un mécanisme particulier dans un basket fund où les appuis, les aides données par les uns et les autres pour aller dans le processus électoral vont tomber, les mécanismes de gestion. Ça ne peut pas être forcément le même compte, mais les deux vont s'additionner en termes de politique de financement
des élections. Alors, ça sera ma dernière question. Le G13 va se limiter seulement à ses consultations sur les réformes électorales ou compte s'émuer en une plateforme politique qui va aussi, disons, pour les prochaines élections, pour les prochaines élections, militer pour la conquête de pouvoir? Voilà une question qui mérite d'être posée, mais à laquelle je veux répondre tout simplement. Nous sommes des hommes d'État. Nous n'avons pas l'œil rivé sur la prochaine élection. Nous avons l'œil rivé sur l'intérêt général, la stabilité de ce pays. Cette question ne nous a même pas traversé l'esprit. Nous ne sommes pas là. Nous sommes là. Vous n'êtes pas encore là. Non, nous sommes là. Je dis même pas encore. Je dis nous sommes là que pour poser la question à la solution d'un problème. On s'est tellement habitué dans ce pays à ne jamais résoudre les problèmes, à ne jamais poser les vrais sujets, que quand quelqu'un en pose, on veut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Quand nous avons commencé cette initiative, tout le monde a voulu lui prêter toutes les bonnes intentions du monde. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il s'agissait d'une initiative conduite dans le seul sens de l'intérêt général, de sauver le pays et d'alerter tout le monde. Et les faits finiront par nous donner raison. Et nous sommes là, et nous nous sommes assignés une mission limitée. Nous avons lancé un appel le 11 juillet, nous avons fait les consultations, nous avons fait le rapport, nous avons déposé une première proposition de loi. Il y a d'autres initiatives qui seront prises également. Aujourd'hui, nous sensibilisons sur cette question, et rien que sur cette question. Mais c'est déjà beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin d'Objectif 2023. Avez-vous un mot pour clôturer? En tout cas, je suis très content d'avoir eu cette émission et d'expliquer suffisamment à vos téléspectateurs ce qu'il en est des conclusions de nos rapports comme G13. Hein. Et j'en appelle à tous nos concitoyens, à la société civile, aux politiques, aux institutionnels. Nous rencontrerons tout le monde pour que tout le monde prenne véritablement conscience de l'intérêt qu'il y a dès aujourd'hui à réformer notre politique électorale et à nous donner finalement les moyens d'être présents en 2023, de ne pas aller vers les glissements, de ne pas éviter ce rendez-vous et que notre peuple soit le seul dans la transparence, la liberté, la démocratie et l'apaisement à se choisir ses dirigeants. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup. Objectif 2023 de ce jour est terminé. Merci à vous d'avoir suivi. On se retrouve prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.